Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Studio 10, très heureuse de vous accompagner aujourd'hui. Avez-vous remarqué la nouvelle installation au sein du campus? Malo a assisté à son installation et nous en dira plus. Chaque année, la Grande Ferme de France accueille des centaines de milliers de visiteurs et d'animaux. Louise vous présentera ce fameux salon. Puis, Ethan et Malo vous feront un récapitulatif de la 47e cérémonie des Césars. Vous aurez également droit au traditionnel débat de Studio 10, aujourd'hui axé sur le désintérêt des cinéphiles pour le cinéma français. Mathis, un étudiant à l'ISCPA, a accepté de venir participer au débat. Il nous rejoindra pour en parler. Tim fera ensuite un point sur la guerre en Ukraine. Et enfin, nous terminerons avec calme et plénitude et Violaine vous présentera ses méthodes anti-stress. Malo a été présent lors de l'installation d'une nouvelle boîte à musique sur le campus. Voici son reportage. On avait l'idée d'apporter de la musique dans la rue, en fait. Et on avait l'impression que ce n'était pas beaucoup fait. Il y a beaucoup de choses qui avaient été apportées dans la rue, des pochoirs, du graphe, dans ce qu'on appelle de manière générale le street art. Et nous, on a voulu apporter de la musique dans la rue. Donc on a commencé par mettre des partitions avec des notes de musique. Donc si on savait lire, ça faisait un peu de musique. Et puis on est arrivé comme ça dans nos recherches et nos expérimentations sur les boîtes à musique. Et là, qui sont carrément interactives. Karim Hamida et Jérôme Salnave, qui ne peuvent plus partager leur musique en concert depuis 2020, ont trouvé un nouveau moyen. Et aujourd'hui, le studio de musique de l'ISCPA a le droit à sa boîte à musique. On la pose en intérieur, cette boîte, parce qu'elle est spéciale. C'est une collaboration avec un artiste qui s'appelle Honnête. C'est pour l'anniversaire du grand pianiste Herbie Hancock. Et cette boîte-là, on ne la pose pas dans la rue. On la pose que en intérieur, dans des endroits qui sont des endroits importants pour nous. Dédiée à Herbie Hancock, cette boîte à musique est posée dans un lieu qui fait sens pour le compositeur. Il y a un nombre d'exemplaires qui est très limité et on l'a posé à l'ISCPA parce que ça vient illustrer et marquer notre rencontre ici. Ça vient illustrer aussi la bonne relation qu'on a eue avec eux. Quand j'ai proposé de construire un studio, il y a eu un engouement tout de suite et on a travaillé de concert et ça continue encore. On revient ici intervenir, on fait quelques enregistrements. C'est un lieu d'apprentissage aussi et toutes ces raisons ont fait qu'on voulait poser une de ces boîtes d'anniversaire pour Herbie Hancock. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, on voulait en poser une ici à l'ISCPA. Alors Malo, peux-tu nous dire depuis combien de temps le groupe fait ce genre d'installation? Alors, le groupe s'appelle The Atomic Nation, il est composé donc de Karim Hamida et Jérôme Salnave, et ils ont commencé alors ces installations juste avant le confinement de mars 2020, et ils ont fait une pause évidemment après ce confinement, et comme j'ai dit, depuis 2020 ils ne peuvent plus avoir de concerts, du coup ils installent dans Paris et dans le monde ces boîtes à musique qui permettent en fait de pouvoir partager de la musique. D'accord, mais alors où ils en installent des boîtes? Alors des boîtes à musique, ils en installent un petit peu partout. La première qui a été installée, c'est en Inde. C'était donc il y a quasiment 2 ans maintenant. Et depuis, c'est plus de 250 boîtes à musique qu'il y a dans Paris, alors dans des lieux fermés, mais aussi dans des lieux publics. Et dans le monde, il y a à peu près 400 boîtes dans le monde. Donc voilà, ils essayent de partager leur musique au maximum, de l'étaler au maximum. Et donc aujourd'hui, il y a 250 boîtes à musique dans Paris et 400 dans le monde. Et ça devrait pas s'arrêter de sitôt. D'accord, mais y a-t-il des vols et des dégradations, comme les boîtes se situent dans des lieux publics? Alors oui, évidemment qu'il y a des vols et des dégradations, forcément c'est dans des lieux publics, mais leur réflexion est un peu particulière hein, sur le vol et la dégradation. Alors la dégradation, ils en sont pas très fiers, mais le vol pour eux c'est quelque chose de bien, parce que ça veut dire que les gens ont vu leur boîte à musique et que presque ça leur a plu en fait cette boîte à musique. Du coup, voilà, ils se disent bah tiens, ils ont volé, ils veulent peut-être garder la boîte à musique. Bon après on sait qu'il y a tout un trafic qui se fait sur les objets volés, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a pas mal de vols et de dégradation dans Paris, dans le monde. Ça j'ai pas eu d'informations, mais c'est vrai qu'à Paris, quand ils sont venus d'ailleurs, ils nous ont dit oui, on n'a pas vu la boîte qu'on avait posée il y a quelques mois à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais c'est pas pour autant qu'ils vont s'arrêter. Et voilà, cette boîte à musique, ces boîtes à musique qui au départ est leur musique aujourd'hui, qui est un peu de la musique de tout le monde. Pour l'ISCPA, c'est Herbie Hancock qui a eu l'honneur du coup d'être installé dans les locaux. Mais c'est vrai que c'est une boîte, c'est des boîtes à musique dans l'optique de partager au maximum leur musique, parce qu'aujourd'hui pour le groupe The Atomic Nation, c'est vraiment compliqué de partager la musique avec leurs fans en concert.
Et d'ailleurs, j'ai juste un truc à ajouter. Il y aura un article à retrouver sur le site de l'ISCPA et qui reviendra un petit peu plus sur leur parcours, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils font en posant des boîtes à musique. Et puis aussi sur la boîte qui est installée donc, dans le studio de musique le 23 février dernier. Ok, on a hâte de lire cet article. Alors, le fameux salon de l'agriculture, attendu par les plus petits et les plus grands chaque année, a fait son retour au parc des expositions. Louise va nous en parler. En effet, Elisa, c'est aujourd'hui une chronique découverte que je vais présenter. Ce fameux salon que enfants comme parents attendent chaque année. Le salon de l'agriculture a fait son grand retour après une édition 2021 annulée en raison de la pandémie. Il se tient actuellement au parc des expositions à Paris, porte de Versailles, du 26 février au 6 mars 2022. Et est-ce qu'il sera différent des années précédentes ? Eh bien oui, toujours en raison de la Covid-19, évidemment, la 58e édition du Salon de l'agriculture ne sera pas comme les autres. Alors qu'il rassemble en moyenne plus de 500 000 visiteurs chaque année, des mesures et contraintes sanitaires strictes sont mises en place avec notamment la présentation obligatoire d'un pass vaccinal. Mais le salon de l'agriculture ne change évidemment pas sur tous les points, car comme chaque année, il est possible d'y retrouver les concours des différents produits d'agriculteurs locaux et les fameux concours d'animaux. Le salon est supervisé par les copropriétaires du concours, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et bien entendu l'organisateur qui est le Centre national des expositions et des concours agricoles. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce salon ? Eh bien, on peut y trouver de nombreuses choses. C'est l'occasion idéale de rencontrer des professionnels, mais surtout de découvrir leur univers. De nombreuses animations sont disponibles pour les petits et pour les grands. Les visiteurs peuvent participer à des ateliers, des démonstrations, des concours, des conférences, mais surtout, et pour le bonheur de tous les curieux, des dégustations. Le salon de l'agriculture, c'est aussi l'occasion d'admirer de nombreux animaux. Près de 4000 animaux y sont présents. Plusieurs espaces sont accessibles à tous pour y retrouver ces différents animaux comme des chevaux, des vaches, des ânes, mais aussi des chiens et des chats. C'est le moment idéal pour se retrouver en famille et faire rire les enfants ou même les grands avec les animaux. Merci. Est-ce qu'il y a des particularités sur ce salon ? Oui, parce que pas énormément de gens pourraient s'en douter, mais de nombreux ateliers cuisine ont lieu sur le stand du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce stand propose de découvrir de nombreux produits sous le signe de l'originalité et de la qualité, mais surtout la possibilité de les cuisiner sous diverses formes. Mais le salon de l'agriculture possède aussi un côté très humanitaire, car l'association Solal, qui facilite le lien entre les agriculteurs et les associations d'aide alimentaire, sera présente. Et pendant l'entièreté des 9 jours du salon, les exposants, mais aussi les acteurs agricoles, sont invités à faire des dons de produits. Ce salon est donc l'occasion idéale de passer du temps en famille ou entre amis pour découvrir tout l'univers agricole. Merci Louise. Vendredi dernier s'est déroulée la 47e cérémonie des Césars présentée par Antoine Decaune. Ethan et Malo vous proposent de faire un retour sur cette soirée riche en cinéma. Salut Ethan. Salut Malo. Ce vendredi 25 février, vous avez pu suivre en clair sur Canal+ à 21h la 47e cérémonie des Césars. L'Académie a remis ses prix en direct à l'Olympia au cours d'une cérémonie animée par Antoine Decaune qui a vu triompher 2 films, Illusion perdue et Annette. Une soirée où l'on retient l'hommage émouvant, rempli d'amour et d'admiration de Xavier Dolan pour son ami Gaspard Ulliel, l'acteur décédé le 19 janvier dernier à l'âge de 37 ans suite à un accident de ski. Lui qui avait obtenu 2 Césars dans le passé, l'Académie se devait de lui rendre un hommage digne de ce nom. Le réalisateur et acteur québécois Xavier Dolan l'avait fait tourner dans son film Juste la fin du monde en 2016. Il s'est adressé directement à son ami et à la mère de Gaspard Ulliel. Son talent, nous le possédons encore et sa personne pourra nous l'enlever. C'est tout un monde qui a pleuré Gaspard et c'est tout un monde qui continue de le pleurer, avait-il déclaré très ému. Dans une soirée où les interventions et les discours ont été soigneusement coupés, faute de direct et de cérémonie des Césars surtout, ici 10 minutes de chant libre et d'émotion pour le moment le plus marquant de la soirée. César oblige, la soirée a eu le droit à son petit moment de malaise
malaise et de polémiques sur les réseaux sociaux avec le mini-happening de l'humoriste Marie Saint-Filtre qui est montée sur scène en montrant ses fesses en hommage à la culture, disait-elle. Elle a poursuivi: spectateur invaincu, toi qui as survécu, je te montre mon cul, l'eau, etc., etc. Le César d'honneur a lui été attribué à Cate Blanchett, l'invité d'honneur, très émue au moment de monter sur scène avec son amie Isabelle Huppert. Au niveau des récompenses, on le disait, 2 films ont surclassé les autres, Illusion perdue et Annette. Le premier, Illusion perdue, réalisé par Xavier Giannoli, a remporté un total de 7 statuettes sur cette soirée, dont celle du meilleur film. Le second, réalisé par Léo Carax, Annette, donc, Anne en a remporté 5. Les grands perdants de cette soirée, ce sont finalement Bac Nord de Cédric Jiménez, qui a fait plus de 2 millions d'entrées au cinéma cet été, et Boîte Noire, quasiment 1,2 million d'entrées. Les 2 films n'ont pas obtenu le moindre César lors de la cérémonie. On dit bien lors de la cérémonie, puisque peu de temps après, Bac Nord a reçu donc le César du prix des lycéens, il me semble. Exactement. Donc c'est ça, donc bon, c'est différent, c'est hors de la cérémonie, c'est un vote finalement pour les lycéens, c'est ça hein Ouais, c'était ça, c'était hier, lundi, que Jean-Michel Blanquer a mis ce César de meilleur film du prix des lycéens. C'est ça, tout à fait. Et donc on le disait aussi, on a pensé que l'autre gros film français de l'année, qui a réalisé 1,3 million d'entrées, Aline, allait repartir bredouille. Pourtant, ils ont remporté en toute fin de cérémonie un César, et pas n'importe lequel, celui de meilleure actrice pour Valérie Lemercier, qui interprétait Aline Dieu dans le film autobiographique sur Céline Dion qu'elle a elle-même réalisé. Qui dit César dit évidemment surprise, tous les ans on y a le droit. Là, cette soirée, la plus grande surprise, c'était probablement celle du meilleur acteur, alors qu'on attendait une statuette pour l'américain Adam Driver, présent sur place en plus, dans son rôle d'Henri pour Annette, afin de donner un plus grand crédit international à la cérémonie et au cinéma français. C'est finalement à Benoît Magimel, et très justement, qui a été remis la statuette. Il interprétait Benjamin dans le film De son vivant, film d'ailleurs qui était nommé que pour cette catégorie. Malo, je te laisse revenir un peu plus en détail sur d'autres résultats que je n'ai pas communiqués. Exactement, du coup moi je vais revenir sur 4 Césars qui m'ont marqué, à commencer par celui de la meilleure actrice dans un second rôle, Assiatou Diallo Sagna, qui a joué une infirmière dans La Fracture qui est sortie en 2021, on le rappelle, il n'est pas l'ancien film. Elle, qui a une histoire assez particulière, puisque dans le film elle joue une infirmière, et justement ils avaient casté des infirmières pour ce film, et donc elle a joué son premier film, enfin en fait c'était son premier casting et son premier film, La Fracture, et donc un premier film, un premier César, pour elle un César de la meilleure actrice dans un second rôle, et c'est pas à négliger ça pour celle qui a maintenant une agence d'ailleurs, qui fait partie d'une agence et qui va sans doute jouer dans des films prochainement. Ensuite, on peut notamment parler de la meilleure espoir Ariana Vartolomé, qui joue dans L'événement. Elle m'avait marqué quand j'avais regardé le film. C'est vrai, une fille qui va vivre un avortement au milieu des années, au milieu du XXe siècle. Donc voilà, elle mérite vraiment son César, et elle, c'était la première fois qu'elle était nommée au César en tant que meilleur espoir. On peut également revenir sur le César du meilleur film d'animation, qui revient à l'équipe du Sommet des Dieux, une adaptation du roman japonais du même titre de Baku Yumemakura. Et puis on peut finir avec mon César préféré, en fait, tout simplement celui du meilleur premier film, Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona. Au passage, petite dédicace à tous les étudiants, tous les anciens étudiants de la FEMIS qui ont travaillé sur ce film. Voilà, donc c'est vrai que c'était une cérémonie qui a été, comme tu as dit, grandement dominée par Annette et par Illusion perdue, mais on ne va pas non plus oublier tous les autres Césars qui ont été remis à ces films. Ces films d'ailleurs qui ont été nommés et récompensés au César, on peut les retrouver encore au cinéma, dans les cinémas UGC et MK2, mais aussi les cinémas Gaumont-Pathé. Ça beaucoup moins, mais on en retrouve aussi certains. Vu que Studio 10, c'est finalement une émission où on transmet un savoir, le savoir du cinéma français qu'on aime. Malo, si tu pouvais conseiller un film, du coup, à ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que je vais conseiller comme Sans film ? surprise, je pense. Les Magnétiques. J'ai conseillé Les Magnétiques, évidemment, le film de Vincent Maël Cardona qui m'avait beaucoup marqué. J'avais même fait une chronique sur les Studios 10 qu'on peut retrouver sur mon Instagram. C'est vraiment le film que je conseille parce qu'il y avait vraiment une magie de radio et de son dans ce film. D'ailleurs, ce film n'a pas reçu le César du meilleur son. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un film qui m'avait grandement touché. Et puis, évidemment, toujours Illusion perdue et puis Annette qui sont à conseiller, qu'on peut donc aussi retrouver dans les cinémas. Et je vous ai parlé de La Fracture et de L'événement. Et justement, c'était des films que moi, j'avais pu rattraper la semaine qui précédait les Césars. Et j'avais même vu La Fracture le vendredi des Césars. Oui, c'est vrai que c'est pratique. Alors moi, de mon côté, si je peux conseiller un film
purement français, ça sera d'ailleurs le thème du débat qui suivra. Un film purement français qui est du coup Les Intranquilles avec Leila Bekti et Damien Bonnard, réalisé par Joachim Lafosse. C'est un film d'auteur en soi, voilà, sur une histoire d'amour entre un couple qui essaye de survivre et surmonter la maladie donc du coup de Damien Bonnard qui est hyperactif. On se rend compte à quel point cette maladie peut avoir des conséquences sur un couple et bouleverser une vie de famille. Donc moi c'est un film purement français que j'avais bien aimé parce que c'est mon style de film et je l'ai vu dans de très belles conditions dans une petite salle à Montparnasse à Gaumont. Donc c'est pour ça que je m'en souviens très bien également. Avec Studio 10, suivez tous les jours l'actualité française et internationale sur nos comptes TikTok et Instagram. Vous y retrouverez également les backstage et les bandes annonces de nos émissions, ainsi que nos meilleures chroniques. Des milliers de films français sortent chaque année et pourtant ils sont souvent délaissés par les cinéphiles. Cette année, dans le top 10 des films ayant fait le plus d'entrées en France, seul un film a été nommé au César. Alors Mathis se revendique cinéphile et pourtant il n'a vu aucun des films nommés au César cette année. Mathis, qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas voir de cinéma français ? Alors tout simplement déjà parce que moi je suis rentré dans le cinéma par les films américains, donc les gros blockbusters, je suis né là-dedans avec les films de super-héros, les films d'action, les films où il y a vraiment quelque chose à voir, même si l'histoire est bof, au moins ils nous donnent à voir. Et c'est vrai que quand on va du côté cinéma français, on se retrouve, je trouve moi, avec un scénario qui est un petit peu lent, un petit peu ennuyeux, et au-delà de ça, sinon c'est des comédies qui sont pas à mon goût et peu drôles, je trouve. Voilà, pour résumer mon point de vue. Les garçons, qu'est-ce que vous Sauf Mandibule répondez ? apparemment. Alors oui, parce que le seul film du coup que j'ai vu qui était nominé au César, c'était Mandibule, qui était pas exceptionnel, mais j'ai le mérite de l'avoir vu. Mais sinon c'est tout, parce que du coup depuis que je suis petit, j'ai eu simplement un désintérêt pour le cinéma français, et depuis j'y vais tout simplement plus, je vais plus voir les films, les bandes annonces me donnent absolument pas envie. Et en plus, je trouve qu'on voit quand même majoritairement toujours les mêmes têtes, les mêmes acteurs et les mêmes genres. Et du coup, pour moi, c'est simplement redondant. Je préfère me concentrer sur le cinéma américain. Mais est-ce que c'est pas là où, en gros, quand tu vas voir du cinéma français, c'est essayer de mettre de côté la bande-annonce, parce que là, on sait tous que tu as vu la bande-annonce de Batman, mais mettre, tu vois, de côté la bande-annonce, te fier à l'affiche et justement aller voir ces films où il y a des acteurs pas connus, où il y a peut-être un scénario qui est plus poussé et où la lettre d'intention, elle est bien, elle est béton et qui les produit, mais pas forcément avec le plus gros budget du cinéma français. Alors ça, c'est pas bête comme idée. Faut que je me force en fait à justement aller voir des films qui ont l'air de rien mais qui vont se démarquer finalement. Mais moi quand je vais au cinéma, que je sais que je vais dépenser de l'argent et que je me dis je vais passer 2 heures dans une salle, je me dis autant assurer le coup, aller voir un film, je suis sûr de l'aimer, et même si ce sera pas le film de l'année, au moins j'aurai été diverti, plutôt qu'un film français où je suis quasiment sûr de pas aimer, et juste pour dire au moins j'ai fait l'effort de l'avoir vu. Alors, du coup, il y a différents points de vue, donc je comprends ce que tu dis, mais en fait, le cinéma français, il ne faut pas le réduire à une seule partie. Tu parlais des comédies, nous, on défend le cinéma français, mais on défend pas forcément les comédies, je sais pas, par exemple, les Tushka, les Baudins, enfin, il y en a plein des comédies comme ça qui, nous, on les met pas en gros, on n'englobe pas ça dans notre argumentation. C'est pour ça que d'ailleurs, pour les Césars, ils n'ont pas été nommés, c'est un peu normal. Et quand on parle en fait des films d'auteur, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a des gros clichés, je suis d'accord avec toi, mais un conseil que je peux te donner, peut-être, c'est regarder justement les critiques et les avis avant, et peut-être sélectionner ceux qui sont les mieux notés. Je pense par exemple à Illusion perdue, à Annette, qui sont des films intéressants à voir. Il y avait Eiffel cette année qui était sympa à voir. Il y avait Bac Nord, mais ça c'est encore autre chose parce que le cinéma français aussi commence à changer, il commence à s'américaniser, comme je dis. Bac Nord, Boîte Noire, c'est des films vraiment plus divertissement plutôt que des films français à part entière. Et puis, quand tu dis qu'on voit souvent les mêmes têtes au cinéma français, c'est vrai, il y a quand même une nouvelle pousse, il y a de plus en plus de nouveaux acteurs. Je parle notamment des Magnétiques, où il n'y en a pas beaucoup qu'on Les Magnétiques, il y avait personne, il y avait aucune tête d'affiche derrière. Mais c'est vrai que quand on a regardé, parce qu'on a regardé César tous les trois, du coup, toi-même tu t'es dit, voilà, est-ce que Illusion perdue ou Annette, ça vaut pas le coup d'essayer d'aller voir, tu vois, parce que c'est des films qui sont différents. Là, Annette, c'est une comédie musicale un peu à l'américaine, parce que tu vois, il y a Adam Driver, Elios Carax, c'est pas le réalisateur français le plus français. Et puis Illusion perdue, non mais c'est vrai, parce que tu vois, il est un peu comme Luc Besson, il est la nationalité française, ouais, mais il a pas une réa française. Et après Illusion perdue, c'est tiré d'un livre. Est-ce que les adaptations de romans t'intéressent pas non plus ? Moi je fais pas forcément la distinction entre ce qui sont des adaptations et ce qui n'en sont pas. Moi je vais voir un film, je me dis pas c'était un roman avant, ça je m'en moque un peu. Je suis d'accord avec toi que Annette par exemple ou
Illusion perdue, ça donnait envie la semaine dernière quand on a vu les Césars. Mais moi, en fait, je loupe le coche parce que, par exemple, au César, c'est là que j'ai eu envie de les voir. Mais au Il y a une moment com où- qui est fait autour, pourtant, enfin, on en parle beaucoup. Ouais, mais ça moi, me c'est donne justement pas Illusion envie. perdue. Alors, à première abord, moi, je suis pas forcément film historique, peu qui se passe vraiment à l'époque, ça, et même le style même. Et finalement, c'est à cause de la com, quand j'ai vu que c'était très bien noté, je me suis dit, bah, je vais voir ce que ça donne. Et franchement, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, c'était le film qu'il ne fallait pas manquer. Je pense un des films de l'année, quoi. Bah moi justement les films français, même quand il y a une bonne com autour, je tombe pas forcément dessus, ou je vois les affiches et c'est tout. Et en fait je me dis bah tant pis, je les verrai sur TF1 ou Canal quand ils passeront à la télé, en train de faire autre chose, en train de faire à manger ou je sais pas quoi, et puis voilà, ça va me suffire. Ouais. Et c'est vraiment ça. Après ça c'est mon approche à moi par rapport au cinéma, où je vais me dire qu'un film Marvel par exemple, puisque vous savez que je suis un grand fan, je vais pas le louper, c'est absolument impossible, mais un film français, je peux le voir 10 ans après, ça me posera pas de problème d'avoir du retard sur les autres. Et puis alors un dernier argument que je veux rajouter, tu as dit au début que le souci c'est qu'on voyait souvent les mêmes têtes dans le cinéma français, mais dans le cinéma américain aussi un petit peu, même s'il y a plus d'acteurs c'est sûr. Mais regarde par exemple, on peut regarder ceux qui sont nominés aux Oscars, on connaît tous les acteurs, à part Licorice et Pizza qui avait pris justement le pari de prendre des acteurs que personne ne connaissait et les mettre sur le devant de la scène. Tous les films américains c'est exactement la même conception, c'est des acteurs qu'on a vus et revus. Mais bon moi j'aime bien aussi le film américain, j'aime les Marvel, j'aime le cinéma français, mais justement quand on aime le cinéma on essaie de s'ouvrir à tout et souvent on peut aimer tous les styles je pense. Oui, toi par exemple, je sais pas. Alors moi, je rejoins totalement l'avis de Mathis, puisque le cinéma français, je n'y porte pas énormément d'intérêt. Enfin, je n'irai pas, par exemple, de mon plein gré au cinéma pour aller voir un film français. Ou alors, c'est que la séance était complète, ce qui s'est passé la semaine dernière. Et bon, j'ai vu le film Maison de retraite, il était très touchant, très sympa, mais je sais que si jamais le film que je voulais voir n'était pas complet, je n'y serais jamais allée. Et je reviens sur ce que tu as dit sur les blockbusters et les Marvel. Je trouve ça beaucoup plus prenant. Il y a beaucoup plus d'intrigue, beaucoup plus d'action, et ça tient réellement les gens en haleine avec les différents effets, tout ça, qu'un film d'auteur où en fait on va être dans la salle, mais enfin, il va rien se passer quoi. Au moins, je sais pas, mais pour moi les films français, j'y porte vraiment pas énormément. Mais tu vois, on peut parler d'intérêt. on peut en vrai parler d'un film français qu'on a, je pense, quasiment tous vu ici, qui est La Princesse de Montpensier, parce que vous l'avez pas vu. Qui l'a pas vu ici, ce C'est film? les étudiants en lettres. Vous l'avez c'est pas bien fait pour ce ça. film? Ok, mais en vrai, tu vois, il y a des films français. Et là, dernièrement, La Fracture ou même L'événement, tu crées une ambiance autour dans ton image. Tu vois, il y a un truc et toi, dans la salle, t'es pris. Après, il faut qu'il y ait un peu tout qui suive, mais même les magnétiques. Quand j'en avais parlé, il y avait une séquence qui m'avait vraiment marqué parce que tu as toute cette ambiance qui se crée et dans le cinéma français on est capable de le faire. Après c'est sûr que quand tu vas faire un film drôle, enfin genre Les Tuches, évidemment t'as pas tout ça, mais C'est un autre type, en fait je pense qu'il faut séparer deux genres, genre vraiment la comédie française raplapla et le cinéma et le cinéma qui est plus poussé et qui est fait par des gens de la Fémis. Les gens de la Fémis, c'est Maël Vincent Cardona, c'est des gars quand j'ai vu la liste, ils ont remporté plein de Césars. Et en fait, tu te rends compte que c'est souvent des techniciens, des techniciens qui vont travailler sur des projets qui marchent. Et il faut juste, je pense, aller plus pousser la porte Mais ça, quelqu'un de lambda ne va pas aller voir tout ça. Mais justement, Il va Dans le juste- cinéma américain, c'est ce que vous recherchez. Oui, mais alors justement, ce que dit Louise et Mathis, c'est quand même, bon, même si on n'est pas d'accord, on peut pas exclure que c'est vrai, j'ai regardé justement les chiffres. Illusion perdue à Net, qui ont Oui. du coup raflé tous les Oscars, n'ont pas fait 1 million d'entrées. Illusion perdue a fait 874 000. C'est un bon score pour un film français, mais quand on voit Bac Nord à côté, qui a fait Oui. plus de 2 millions d'entrées, Boîte Noire qui a fait plus d'1 million, Aline aussi, C'est des films à et ambiance. surtout Annette qui a fait 283 000 entrées, quoi. C'est le score d'un petit film français. Donc en France, on n'a pas évidemment cette même conception, et dire la culture du cinéma français, elle viendra au fur et à mesure avec des films comme Boîte Noire et Bac Nord, je pense, parce que ça ramenait beaucoup de monde en salle et c'était des films purement français. Et je pense que justement, il faut aller voir les films parce que, ils valent vraiment le coup. Je pense que même toi qui aimes le divertissement, il y a des films français qui valent le coup. Je veux dire, Eiffel, Peut-être. Illusion perdue, Annette, c'est vraiment des films qui auraient pu te plaire, je pense, dans le divertissement, quoi. C'est possible, mais puisque moi j'y accorde pas d'intérêt de base, j'imagine que ça vaut le coup, mais comme je le disais, j'ai pas besoin d'aller au cinéma pour les voir. Je peux très bien, moi sans problème, attendre 3 ans avant de voir Boîte Noire, j'en ferai pas un fromage. Oui, oui. Oui, Mais pareil. après, tu vois, il y a des films on oublie qui sont français. En l'occurrence, Annette, c'est un film qui est vendu en anglais, c'est que de l'anglais dans le film. Luc Besson, en vrai, quand tu regardes les titres de ses films, à aucun moment tu dis que c'est des films français. Pareil pour Damien Chazelle, il est français, mais comme il tourne avec des Américains, tu te dis que c'est un film américain. En soi, le cinéma français, je pense qu'il est à 3 vitesses. Il y a les comédies qui sont genre
qui ont des budgets mais qui sont vraiment juste là pour te faire rire. T'as les films d'auteur où il y a un peu de budget et tout, et t'as les 3-4 gros réalisateurs français. En fait, t'oublies que c'est du cinéma français. Et au César, parfois, ça te rappelle, parce que Annette, moi j'avais complètement zappé que c'était un film français. Il est sorti en plus en début d'année, quoi. Il est sorti en début d'année, j'avais zappé. Et après, tu te dis, ah oui, mais c'est vrai. Mais après, c'est compréhensible que tu veuilles des ambiances avec les gros blockbusters, les trucs comme ça. Mais je pense, et c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé à aller voir des films, des dizaines de films. L'affiche me plaisait pas, la bande-annonce me plaisait pas, il y avait rien qui me plaisait, mais juste tu te forces et après tu trouves en fait des trucs qui te plaisent dans ce cinéma-là. Bon, après tout ne te plaît pas. Et c'est vrai qu'en vrai, je suis là tombé dernièrement sur des films qui me plaisaient, mais là on a vu Maigret tous les deux. Lui il a pas du tout aimé, moi j'ai aimé, mais juste parce que c'est des ambiances qui plaisent ou qui plaisent pas. Oui, mais tu viens de dire, il faut se forcer à aller voir des dizaines de films. Pour les cinéphiles peut-être, mais pour les gens lambda, on va pas passer notre vie à aller au cinéma, à regarder des films qui pour nous n'ont aucune importance et n'ont aucune histoire, n'ont aucune vie, juste pour se dire il faudrait peut-être que je me mette à aimer le cinéma français. En soi, ça c'est, quelqu'un de lambda ne ferait jamais ça. Surtout que les places, mine de rien, sont quand même payantes, et donc on peut pas avoir un budget uniquement cinéma pour avoir des films dont l'affiche ne nous intéresse pas. La bande-annonce, qu'on a sûrement pas vue d'ailleurs, et qui ne nous intéresse pas, juste pour se dire il faut aimer le cinéma français. Non, justement, c'est bien ce que tu dis, parce qu'il y a des auditeurs qui vont nous regarder, je pense, des auditeurs, des téléspectateurs plutôt, qui vont nous regarder. Si vous aimez le cinéma, c'est ce qu'on a fait avec Malo, je pense que prendre un abonnement au cinéma, c'est la meilleure chose, parce que déjà, vous payez beaucoup moins cher, et vous pouvez vous permettre d'aller voir des films où vous n'êtes pas forcément amené à voir des parts. Par exemple, Mathis, toi t'aimes bien le cinéma, on te convainc avec Malo depuis de nombreuses semaines de prendre un abonnement l'année prochaine avec nous. C'est pour ça que nous, on peut se permettre des fois d'aller voir des films qui nous intéressent pas forcément. Moi par exemple Les Intranquilles, qui est le film français que j'ai préféré, je suis pas sûr que je serais allé le voir si j'avais pas un abonnement, si jamais je connaissais pas, j'avais pas envie d'aller à Montparnasse ce jour-là. Et puis en plus on sait que c'est le cinéma, les salles et tout, c'est clairement en chute actuellement. Oui. Les places c'est hors de prix. En soi, moi je paye 17 € par mois en 3 films, même pas 2 films en y allant samedi dimanche. En 2 films, j'ai rentabilisé. Parce que du coup tu te dis, si tu veux voir 3 films dans ton mois, d'un coup c'est fait, et justement peut-être que tu iras. Mais après c'est pas forcément aller les voir au cinéma, mais juste sur les plateformes aujourd'hui on a accès à plein de films. Netflix ils ont des accords avec Gaumont maintenant, donc en soi il y a plein de. Après la nouvelle vague c'est pas forcément le style qui est le plus attirant, mais en soi voir des films de catégories différentes de différents pays sur ces plateformes qui après pousse peut-être à dire le cinéma français, et faut le sauver, et c'est ce qui avait été demandé après aussi à la sortie du confinement, c'était de dire essayez de le sauver, allez dans vos salles de quartier pour voir ces films qu'on voit pas forcément, et je pense qu'il en a grandement besoin aujourd'hui, et il était en pleine expansion juste avant les confinements, etc. Merci Malo, merci à tous, et merci Mathis pour ton intervention. On va maintenant passer à la chronique politique de Tim. Avec Studio 10, suivez tous les jours l'actualité française et internationale sur nos comptes TikTok et Instagram. Vous y retrouverez également les backstage et les bandes annonces de nos émissions, ainsi que nos meilleures chroniques. Depuis jeudi 24 février, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Où en est la situation, Tim ? Alors c'est assez compliqué parce que dans la nuit du 24 février 2022, peu avant 4 heures du matin, on a le président Vladimir Poutine qui a décidé d'annoncer une opération militaire sur son pays voisin, donc l'Ukraine. Les tensions qui règnent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et les importantes forces militaires déployées à la frontière ukrainienne laissent déjà craindre un déclenchement d'une guerre probable. L'invasion de l'Ukraine ce jeudi 24 février marque un tournant dans ce conflit russo-ukrainien, en effet, puisque Vladimir Poutine, donc dans son allocution, annonçait le lancement d'une opération militaire dans le Donbass avec pour objectif la démilitarisation et la dénazification du pays. Donc malgré les nombreuses sanctions potentielles infligées par l'Occident et plus particulièrement l'Union européenne, les troupes russes ont tout de même pénétré dans le pays. D'autres militaires ont même contourné la frontière afin d'atteindre la Biélorussie pour intervenir sur des cibles militaires se trouvant dans le nord du pays, donc de l'Ukraine.
L'armée russe a également annoncé plus tard avoir détruit plus de 74 installations militaires, dont 11 aérodromes dans le pays, ainsi que l'aéroport d'Hostomel. Tandis que les combats ont également éclaté donc à Tchernobyl, la célèbre centrale nucléaire. En fin d'après-midi, donc par les forces russes, elle a été capturée. Donc la Russie reconnaissant ainsi une souveraineté donc des séparatistes pro-russes à l'est du pays, donc de l'Ukraine, dans le Lugansk et le Donetsk, donc qui font tous deux partie du Donbass. Vladimir Poutine, lors d'une conférence de presse, explique que d'après lui, en fait, il met en place totalement la souveraineté de ces deux régions, qui donc avaient déjà été d'elle-même mise à l'écart par le pays ukrainien lui-même. Donc il a par ailleurs estimé que les accords de Minsk qui avaient été signés, donc le premier accord de Minsk signé en 2014 et le deuxième en 2015, n'existaient plus. Donc c'est les traités qui à l'origine devaient servir de solution diplomatique pour faire cesser les combats dans la région du Donbass. D'accord, mais comment ça a été perçu auprès des pays voisins ? Alors, de nombreuses personnalités politiques du monde entier ont réagi à cet assaut en condamnant fermement ces événements, comme le Premier ministre britannique Boris Johnson, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. On a certains candidats à la présidentielle de 2022 qui ont également réagi aussitôt sur les réseaux sociaux, comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore Valérie Pécresse, mais également Yannick Jadot et Christiane Taubira qui se sont déplacés à l'ambassade de Russie. Donc il y avait une manifestation jeudi après-midi, mais également place de la République afin d'apporter leur soutien au peuple ukrainien. Je pense qu'il est important de montrer son soutien à la population ukrainienne et aussi de faire en sorte que cet engrenage militaire soit stoppé de toutes les manières possibles. On espère qu'il va y avoir une prise de conscience des opinions publiques en Europe et une pression des gouvernements européens contre la Russie. M'a expliqué donc un étudiant de 25 ans qui s'appelait Thibaut, que j'ai pu rencontrer lors d'un déplacement de la manifestation donc place de la République. On avait également le président de la République française, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé donc en début d'après-midi ce jeudi même, en expliquant condamner fermement la décision de la Russie, puisque pour lui les sanctions portées à la Russie seront totalement, à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable sur le plan militaire, économique et dans le domaine de l'énergie. J'ai également donc une autre manifestante qui s'appelle Vladka, qui est ukrainienne et qui est installée depuis quelques années à Paris, m'a expliqué donc les larmes aux yeux. Ça fait des années que la situation est explosive. Est-ce normal d'appeler ses parents toutes les heures, la nuit, pour savoir s'ils sont encore en vie ? Mais alors Tim, depuis quand ce conflit existe-t-il réellement ? Alors c'est un peu compliqué puisque pour un petit rappel s'impose pour mieux comprendre donc la problématique actuelle qui a lieu, donc les tensions qui ont lieu donc entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit russo-ukrainien ne date évidemment pas d'hier. Celui-ci a débuté en décembre 1991 avec le premier président d'Ukraine, Leonid Kravchuk, qui dans la foulée approuve un référendum afin d'accorder l'indépendance du pays. L'ancienne République soviétique devenue indépendante le 24 août 1991, après la chute de l'URSS, devient alors le nouveau rideau de fer entre l'Europe et la Russie. Le pays est alors divisé en une majorité pro-occidentale, à l'ouest, donc qui sont pour l'Occident, et des séparatistes pro-russes à l'ouest, qui sont donc actuellement dans le Donbass, donc le Donetsk et le Lugansk, et qui, eux, refusent de couper le cordon avec Moscou. On a donc l'élection du président Viktor Yushchenko, qui est donc président, donc son mandat de 2005 à 2010, qui est lui pro-occidental, qui marque un début de rapprochement entre Kiev et l'Union européenne, ainsi que l'OTAN, donc l'OTAN, la fameuse alliance militaire créée en 1949 pour faire face à la menace soviétique. Cependant, ne parvenant pas à résoudre les différents problèmes économiques et sociaux au sein du pays, il est éliminé dès le premier tour de l'élection suivante, donc en 2010, et c'est Viktor Yanukovych, donc qui est un nouveau chef d'État ukrainien, donc 2010-2014,
qui est quant à lui pro-russe. Donc tous les accords qui avaient été signés auparavant avec l'Union européenne, il va totalement les détruire pour s'allier avec Vladimir Poutine. Donc il est totalement pro-russe et il va signer les accords de Kharkov qui, pour ceux qui ne savent pas, ces accords signés entre l'Ukraine et la Russie prolongeant de 25 ans l'utilisation de la base navale Sébastopol, donc qui est une base navale en Ukraine, et également contre des rabais importants sur le gaz russe. Et il est signé par Viktor Yanukovych et Dmitri Medvedev, qui est à l'heure actuel président de la Russie, étant donné que Vladimir Poutine ne pouvait pas effectuer plus de 2 mandats consécutifs. Viktor Yanukovych décide de suspendre alors l'accord d'association avec l'Union européenne en 2014, provoquant son renversement par le mouvement Euromaidan. Donc le mouvement Euromaidan, ce sont des manifestants pro-européens qui ont manifesté en 2014 car le président actuel d'Ukraine voulait totalement détruire les accords qui avaient été passés avec l'Union européenne. Donc lui-même par la suite a été renversé et il s'est exilé en Russie. Donc à l'heure actuelle, les combats ont toujours lieu et sont toujours aussi violents. Alors quelles seront les sanctions européennes et internationales suite à cette invasion ? Merci Timothée. Donc, à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous est susceptible de ressentir une pression routinière. Alors Violaine, comment lutter contre le stress ? Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous partager des astuces pour lutter contre le stress et notamment en période d'examen. Donc le stress peut avoir des effets positifs. Il peut parfois nous aider à repousser nos limites et à exercer... à faire des tâches dans des temps limités. Pourtant, il est souvent associé à une image négative. Il se manifeste souvent au travail ou à l'école lors d'exercices pas très sympathiques comme le passage à l'oral tant redouté. Alors qu'il soit de passage ou chronique, il vaut mieux apprendre à le maîtriser pour éviter des maladies comme le diabète ainsi que des maladies du cœur et ainsi être plus serein au quotidien. Donc pour commencer, je vais vous parler des aspects bénéfiques de l'activité physique. Donc elle permet de canaliser l'adrénaline que libère le stress et de créer de l'endorphine. L'endorphine est également essentielle dans la lutte contre le stress. Une bonne nuit de sommeil permet de se sentir maître de sa journée et donc d'éloigner toutes les situations qui pourraient être stressantes. Être dans son cocon et se reposer, il n'y a rien de tel. Mais rire, c'est encore mieux. Ça reste un moyen formidable de s'évader et d'éloigner une situation stressante. Alors, devant une série humoristique ou entre amis, entre collègues, osez le rire. Il réduit l'anxiété et favorise la diffusion des émotions positives. Une astuce que vous connaissez tous maintenant. C'est la respiration. On nous parle toujours de la respiration et de savoir de respirer avant un examen, etc. Mais ça a vraiment des vertus très intéressantes car elle permet de baisser le taux d'adrénaline que génère le stress et de ramener le rythme cardiaque à une fréquence normale et donc de se tranquilliser. Alors, à vous de trouver l'astuce qui vous conviendra le mieux, mais que ce soit marcher, lire un livre, méditer ou penser à des choses sympathiques, des choses qui vous donnent le sourire. C'est à vous de voir, mais ces astuces peuvent vous permettre d'être plus serein au quotidien et d'affronter plus simplement tous les obstacles du quotidien. Merci Violaine. Alors on va faire un petit tour de table. Quelles sont vos techniques à vous pour lutter contre le stress ? On va commencer par Louise. Eh bien, étant une grande stressée de la vie, qui n'est pas facile tous les jours, je l'avoue, je sais que déjà, ce qu'a dit Violaine et ce qui est totalement vrai, la respiration, mine de rien, ça peut paraître un petit peu drôle ou quoi, mais rien que se poser dans son coin et prendre le temps de prendre des grandes inspirations et juste de se détendre, ça fait déjà du bien. Et aussi, une autre petite astuce que moi je fais depuis quelques temps, pas tout le temps évidemment, c'est en pharmacie, ils vendent des petits cachets aux plantes. Et vous rigolez, mais je vous assure que ça fonctionne super bien. Ils font soit quand on est stressé, on en prend un comme ça, ou même des cures. J'ai tout essayé. Et ça fonctionne. Donc si jamais vous êtes stressé, n'hésitez pas
d'apprendre des plantes comme les œuphytos, tout ça. Franchement, je vous assure que ça fonctionne bien. Merci. Malo, toi, quelles sont tes méthodes? Moi je suis pas un très grand stressé, donc aujourd'hui je sais plus, mais je fais pas de trucs spécialement, mais j'ai fait pendant 1 an et demi de la sophrologie. Du coup c'est de la respiration, c'est des exercices de respiration, etc. C'était pas forcément pour le stress, mais en soi ça marche aussi, et ça prend pas beaucoup de temps, ça prend une dizaine de minutes, mais c'est efficace. Et après, un autre truc que je peux conseiller, parce que je l'ai fait aussi, ça marche aussi pour le stress, c'est l'acupuncture. Ça, c'est quand on plante des petites pics dans le corps, là, sur les trucs de nerfs et tout. Ça fait pas mal. Enfin, tu sens même pas, en fait, ça fait encore moins mal qu'un vaccin ou quoi, en fait. Mais c'est hyper efficace. Vraiment, alors ça, c'est pour tout. C'est pas que pour le stress, pas que... Enfin, ça règle des tendinites, des trucs, et c'est vachement efficace. Pour les gens qui sont réceptifs à ça, parce qu'il y en a qui le sont pas. Mais sinon, la sophrologie, ouais, j'avais fait, et je sais que ça m'a beaucoup aidé. Et sinon, après, je sais pas spécialement, j'ai jamais trop réfléchi à ça, mais sinon, ouais, je pense respirer, c'est un truc que je faisais jusqu'au bac, où c'était le plus hard. D'accord. Timothée? Alors pour ma part, pour rebondir sur le sujet, je pense que je suis un peu comme Violaine et Louise concernant la respiration. Après, moi, j'ai une forme, on va dire, de respiration un peu chère, parce que bon, c'est mon Apple Watch, qui donc, au sein de celle-ci, il y a une application pour respirer. Donc, en fait, je crois que c'est 1 fois par jour. Ça me met un message, et posez-vous 30 secondes et faites l'exercice de respiration pendant 1 minute, 2 minutes. Et au final, bon, après, ça passe. Mais comme Malo, j'ai pas eu beaucoup de stress dans ma vie. Je pense que un peu comme tout le monde avant les examens, donc les examens importants, le type brevet, baccalauréat. Mais sinon, ça devrait aller. Plein de méthodes pratiques et propres à chacun. Merci en tout cas. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Malo, merci à Ethan qui n'est pas là, merci à Tim, merci à Louise, merci à Violaine, et merci à Kim et Fiona qui sont en régie. Merci à Mathis pour son intervention, et merci à toute l'équipe. On vous retrouve très bientôt, et toute l'équipe du Studio 10 vous dit au revoir.